Elle lui avait dit de se déplacer comme s'il n'avait pas sa place. Puis le pilote sortit et le salua devant tout le monde. L'aéroport était bruyant, mais Clarence ne se pressait pas. Il ne le faisait jamais. Il s'arrêta un instant dans le terminal de l'aéroport international de Birmingham-Shuttlesworth, laissant le bruit des valises à roulettes et des annonces au haut-parleur glisser sur lui comme des vagues. Dans sa main gauche, un petit sac de voyage bleu délavé, avec une fermeture éclair légèrement usée. Dans sa main droite, son billet d'embarquement, siège 2A, première classe. Clarence ne voyageait pas souvent en première classe. Il n'en voyait pas l'utilité. Mais ce billet était un cadeau de son Église. Il se rendait à Savannah, en Géorgie, pour voir son arrière-petit-fils, Malik, jouer dans une pièce de théâtre scolaire, son tout premier rôle sur scène. « Tu es le maire !» avait dit Malik au téléphone, la voix vibrante d'excitation. « Tu dois porter un chapeau et tout, papa. » Alors Clarence avait accepté. La veille, il avait repassé sa seule belle chemise polo grise, soigneusement plié le pli de son pantalon, et s'était assuré que ses chaussures étaient propres. Pas neuves, juste propres. À la porte d'embarquement, il attendit son tour, observant les alentours avec des yeux qui avaient vu plus de 7 décennies de changement. Quand ils appelèrent les passagers de première classe, Clarence s'avança, saluant poliment un jeune couple déjà dans la file. Il évitait les regards prolongés. Il n'aimait pas attirer l'attention. Une fois à bord de l'avion, l'air semblait différent, plus frais, plus calme, les sièges plus larges. Clarence avança dans l'allée étroite de la première classe et vit le siège 2A qui l'attendait près du hublot, un siège qu'il n'avait jamais occupé auparavant. Il rangea soigneusement son sac dans le compartiment à bagages et s'assit avec la prudence que lui imposait un genou capricieux. Il regarda par le hublot. Il aimait toujours faire ça. Observer les chariots à bagages, l'équipe au sol qui se coordonnait, la façon dont le tarmac cuisait sous le soleil de l'Alabama. Il pouvait rester ainsi pendant des heures, à regarder les gens travailler, chacun faisant sa part. Il y avait une paix là-dedans. Clarence glissa la main dans sa poche et sortit un vieux portefeuille en cuir. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, usée. Lui, à peine 20 ans, debout à côté d'un jet F-4 Phantom, souriant comme si le monde lui appartenait. Il passa son pouce sur le coin de la photo et esquissa un sourire. Ce garçon n'aurait jamais imaginé vivre jusqu'à 80 ans ou voyager en première classe. Il rangea la photo et s'appuya dans son siège, commençant tout juste à se détendre. Mais quelque chose de tranchant brisa le calme comme une aiguille dans du tissu. « Excusez-moi. » Une voix aiguë traversa l'allée, tirant Clarence de son moment de quiétude. Il tourna la tête. Une femme se tenait devant lui, la trentaine ou la quarantaine, grande, les cheveux lisses tirés en un chignon serré. Elle portait un blazer crème ajusté, un jean sombre et des talons qui ne semblaient pas faits pour les aéroports. Son bagage à main était de marque, sans doute coûteux. Son expression était irritée. « C'est ma place !» dit-elle platement, désignant la plaque 2A au-dessus de la tête de Clarence. Clarence la regarda calmement. « Madame, » dit-il doucement, « c'est le siège 2A. »« Non, c'est le mien, » rétorqua-t-elle. « Je voyage toujours en première. Il est impossible que j'aie autre chose qu'un hublot. » Clarence hocha légèrement la tête et plongea la main dans sa poche, sortant le billet d'embarquement qu'il avait rangé plus tôt. « Il indique 2A. Regardez, » dit-il, le lui tendant. Mais elle ne jeta pas un coup d'œil au billet. À la place, elle le regarda, lui, tout en lui. Sa chemise polo grise, sa peau burinée, les rides profondes qui parcouraient son visage, comme des histoires que personne ne prenait la peine de demander. Puis elle regarda ses mains, cailleuses, sèches, usées, comme si ses mains n'avaient rien à faire sur des accoudoirs en cuir. « Sans vouloir vous offenser, » dit-elle avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais êtes-vous sûr d'être dans la bonne section? Peut-être qu'il y a eu une erreur. » Clarence garda un ton posé. « Je crois que je suis là où je dois être. » À ce moment-là, quelques passagers à proximité commencèrent à bouger sur leurs sièges. Certains observaient derrière leur magazine. D'autres relevaient les yeux de leur téléphone. Personne ne parlait, mais les regards circulaient. « Je vais chercher quelqu'un, » dit la femme en levant les yeux au ciel. « C'est ridicule. » Elle se tourna et fit signe à l'hôtesse de l'air la plus proche, une jeune femme dans la vingtaine, visiblement nouvelle dans le métier.
Elle s'approcha avec un sourire nerveux, celui de quelqu'un qui essaie encore de comprendre comment contenter tout le monde. « Bonjour, » dit l'hôtesse. « Y a-t-il un problème? »« Oui, il y en a un, » répondit la femme, désignant Clarence comme s'il faisait partie du décor. « Il est à ma place. Pouvez-vous vérifier? » L'hôtesse regarda Clarence, qui lui tendit calmement son billet sans dire un mot. Elle le scanna, puis leva les yeux, puis regarda encore. « Oh! » dit-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. « Il indique 2A. » La femme croisa les bras. « Eh bien, c'est impossible. Mon assistante me réserve toujours le 2A. Toujours. » L'hôtesse jeta un coup d'œil vers l'avant de l'avion, incertaine. « Je peux vérifier à nouveau si vous voulez. » Clarence regarda à nouveau par le hublot. Il ne dit rien. Ses lèvres étaient serrées, mais son expression n'avait pas changé. L'hôtesse hésita, puis elle fit quelque chose que Clarence n'avait pas prévu. Elle se pencha et dit « Monsieur, cela vous dérangerait-il de passer en classe économique juste un instant, le temps que je règle cela? » Maintenant, c'était le silence. Un vrai silence. Même l'homme en 2C, qui faisait semblant de lire le Wall Street Journal, baissa son journal. Clarence se tourna pour la regarder pleinement. Il n'y avait ni colère ni frustration dans sa voix. Il dit simplement « Pourquoi? » L'hôtesse cligna des yeux. « Juste un instant, monsieur. Ça m'aidera à clarifier les choses. » Il tendit à nouveau son billet. « Je vous l'ai montré. Il indique 2A. »« Je sais, mais... » « Alors, qu'y a-t-il à clarifier? » Son sourire se fissura légèrement. Elle ne savait pas quoi répondre. La femme à côté d'eux poussa un soupir bruyant. « C'est incroyable. » Clarence regarda l'hôtesse droit dans les yeux, non pas avec fureur, mais avec quelque chose de plus profond, comme une déception, celle d'un homme qui avait vu ce genre de situation plus de fois qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il prit une inspiration. « Si je vais là-bas, » dit-il lentement, « les gens penseront que j'ai fait quelque chose de mal ou que je ne devais pas être ici, mais je n'ai rien fait. » Et juste au moment où l'hôtesse ouvrait la bouche pour répondre, il y eut un mouvement à l'avant de l'avion. Une ombre, puis des pas, lents et délibérés. Les pas se rapprochèrent, réguliers, chacun semblant avoir un but. L'hôtesse tourna la tête vers le cockpit, soudain incertaine de la suite. Depuis l'avant de l'avion, un homme de grande taille apparut. Peau bronzée, cheveux courts et sombres, et une démarche empreinte d'un calme qui faisait instinctivement se redresser les gens. Son uniforme était impeccable. Sa plaque signalétique indiquait Sanders. Le capitaine Jeremy Sanders balaya la cabine du regard brièvement. Ses yeux se posèrent sur Clarence, puis sur l'hôtesse, puis sur la femme qui serrait toujours son sac de marque comme une armure. Il ne haussa pas la voix. « Y a-t-il un problème ici? » demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. L'hôtesse se redressa, les mots sortant trop vite. « Il y a juste un problème de siège. J'allais... » Mais le capitaine leva une main juste une fois, assez pour dire « Laissez-moi m'en occuper. » Il se tourna vers Clarence. « Monsieur, puis-je voir votre billet? » Clarence le lui tendit sans un mot. Le capitaine le prit, l'examina une fois, 2 fois, puis hocha lentement la tête. « Siège 2A, c'est vous. » Puis il se tourna vers la femme. « Madame, puis-je voir le vôtre? » Son visage se crispa légèrement, mais elle fouilla dans son sac et lui tendit son billet. Le capitaine Sanders l'examina longuement. « Madame, vous êtes en 5B, siège côté couloir, en classe économique. » Elle cligna des yeux. « C'est impossible. J'ai bien peur que si, » dit-il, puis il ajouta. « Nous pouvons appeler la porte si vous voulez, mais j'ai vu ces billets des milliers de fois. » La mâchoire de la femme se serra. Elle regarda autour de la cabine, comme si elle s'attendait à ce que tout le monde se lève pour lui donner raison, mais personne ne dit rien. Ni l'homme en 2C, ni le couple derrière elle. Même l'hôtesse resta silencieuse, et Clarence, lui, regardait à nouveau par le hublot, sa posture inchangée. Le capitaine se tourna vers lui. « Monsieur ?» demanda-t-il doucement. « Douglas » répondit Clarence. « Clarence Douglas. » Le capitaine Sanders hocha brièvement la tête. Puis, sans hésiter, il se mit au garde-à-vous et salua. Ce n'était pas pour le spectacle. C'était net, maîtrisé, respectueux. « Vous avez servi, » dit le capitaine. Clarence marqua une pause, incertain s'il devait répondre. « Armée de l'air, il y a longtemps. »« Je sais, » dit le capitaine. « Cet écusson sur votre sac est usé, mais j'ai reconnu la forme. 388e escadre de chasse tactique, n'est-ce pas? »
Clarence se tourna enfin du hublot. Il hocha la tête une fois, lentement. Le capitaine Sanders baissa son salut. « Mon père parlait de votre unité. Il disait que vous étiez ceux qui faisaient en sorte que les autres rentrent chez eux. » Sans ça ici, Gambi. Un autre type de silence envahit la cabine maintenant. Pas de la tension, du respect. Le capitaine prit une inspiration et regarda l'hôtesse. « Apportez à M. Douglas tout ce qu'il veut. Il n'attend pas et il ne bouge pour personne. » Puis il se tourna vers la femme. « Vous devrez prendre votre siège assigné, madame, et je suggère que nous passions tous à autre chose maintenant. » Pendant une seconde, elle ne bougea pas, mais quelque chose avait changé. La cabine n'était plus de son côté. Même elle pouvait le sentir. Elle hocha la tête sèchement et s'éloigna sans un mot, ses talons claquant fort contre le sol. L'hôtesse s'éclaircit la gorge. « Monsieur Douglas, puis-je vous apporter un verre, de l'eau, autre chose? » Clarence ne répondit pas tout de suite. Il se pencha, ouvrit la poche latérale de son sac et en sortit une petite enveloppe. À l'intérieur, un dépliant plié de l'école de son arrière-petit-fils. Il regarda la photo de Malik en costume, souriant avec son chapeau en papier et sa fausse moustache en plastique. Puis il leva les yeux. « De l'eau, ça ira, » dit-il. L'hôtesse hocha la tête et disparut dans la cuisine. Mais tout le monde n'avait pas tourné la page. Un homme en classe économique venait de commencer à filmer, et Internet allait bientôt découvrir Clarence Douglas. La caméra du téléphone était bien orientée, juste assez pour capturer la fin du salut, la femme qui repartait vers la classe économique, et Clarence assis en 2A, comme si de rien n'était. L'homme qui filmait, la trentaine, casquette de baseball et barbe, murmura à la femme à côté de lui. « Tu as vu ça? C'était authentique. » Elle hocha la tête, son téléphone en main aussi. Cet homme n'a même pas bronché. Mais quelques rangées plus loin, quelqu'un tapait sur un ordinateur portable, les écouteurs autour du cou, les doigts dansant sur le clavier. Le titre à l'écran. Un vétéran âgé sommé de bouger par l'équipage. Le pilote répond par un salut. Mais Clarence ne savait rien de tout cela. Et ça lui était égal. Son téléphone était à clapet. Il ne l'utilisait que pour appeler sa famille. Internet, les réseaux sociaux, il n'en avait jamais eu besoin. Il regardait à nouveau la photo de Malik, pensant à la fierté que le garçon ressentirait en voyant son arrière-grand-père le regarder depuis le premier rang. Pendant que l'avion se préparait au décollage, les murmures continuaient, discrets. Pas assez forts pour causer des problèmes, mais assez pour se propager dans les rangées. Ce qu'elle a fait était mal. Il a géré ça mieux que je n'aurais pu. Les gens pensent toujours qu'ils peuvent juger quelqu'un sur son apparence. Certains ne disaient rien à voix haute, se contentant de jeter un coup d'œil à Clarence avant de détourner rapidement les yeux. Peut-être honteux de ne pas avoir parlé quand ils auraient pu. Peut-être qu'ils avaient été sur le point de dire quelque chose et n'avaient pas trouvé les mots. En classe économique, la femme, Dana, était assise raide dans le siège 5B, les bras croisés, les lèvres pincées. Elle gardait les yeux fixés sur le dossier du siège devant elle, évitant chaque regard qui se posait sur elle. Comme si en ne bougeant pas, en ne respirant pas, le moment disparaîtrait. Mais il ne disparaîtrait pas. Une petite fille assise de l'autre côté de l'allée se pencha vers sa mère et demanda, juste assez fort pour qu'on l'entende, « Pourquoi cette dame a été méchante avec le grand-père? » La mère la fit taire doucement. Mais Dana l'entendit et ça la frappa. Pourtant, Clarence ne remarqua rien. Ou peut-être choisit-il de ne rien remarquer. Il était trop occupé à se souvenir d'autre chose. Une nuit en 1972 à Okinawa. Son camarade de chambrée avait manqué le repas et Clarence lui avait ramené un sandwich enveloppé dans une serviette en papier. Le gars était épuisé, à peine 20 ans. Il avait levé les yeux vers Clarence comme s'il était Superman. « T'as toujours mes arrières, mec », avait dit le gamin. Clarence n'avait jamais oublié ça, n'avait jamais demandé de remerciements, n'en avait jamais eu besoin, mais cette phrase était restée gravée en lui. De retour dans le présent, l'hôtesse revint avec une bouteille d'eau. « Voici, monsieur Douglas, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, la prit et dit « Merci, mademoiselle. » Elle hésita, puis ajouta « Je suis désolé pour tout à l'heure. » Clarence la regarda. « Vous essayez juste de maintenir la paix. Mais parfois, la paix ne vient pas en demandant aux mauvais hommes de bouger. »
Elle ne savait pas quoi répondre, alors elle hocha la tête et s'éloigna. Mais la paix n'était pas ce qui allait suivre. Un passager venait de mettre la vidéo en ligne, et en quelques minutes, elle décollait plus vite que l'avion lui-même. 10 minutes après le décollage, le capitaine Sanders examinait les conditions météo quand on frappa à la porte du cockpit. C'était le copilote Jason Ortega, fin de la vingtaine, ancien de la marine. Il avait encore ce mélange de rigueur et de curiosité des jeunes officiers en présence de quelqu'un qu'il respecte. « Hey, Cap! » dit Ortega, abaissant son casque autour de son cou. « Je pense que vous devriez voir ça. » Le capitaine Sanders haussa un sourcil. « Un problème avec le radar météo? »« Non, pas la météo. Un passager a posté une vidéo. Elle devient virale, vraiment virale. » Le capitaine Sanders s'adossa, l'expression indéchiffrable. « De tout à l'heure? » « Ouais, plus de 5000 vues en moins de 20 minutes. Les commentaires explosent. » Il tendit son téléphone. La vidéo était tremblante, mais le message était clair. L'image de Clarence assis calmement pendant que Dana se tenait au-dessus de lui. L'hésitation de l'hôtesse et le salut du capitaine. Sanders se vit à l'écran, la main levée à la tempe. C'était étrange de se voir de l'extérieur. Il n'avait pas fait ça pour les vues. Il l'avait fait parce que c'était juste. Il rendit le téléphone. Les réseaux sociaux, c'est rapide. Jason hocha la tête. Vous avez géré comme un pro. Tout l'avion en parle maintenant. L'équipage reçoit déjà des questions. Ah, don't hop. Le capitaine prit une profonde inspiration et regarda à travers le pare-brise, dans les nuages. Laissez-les parler. Ça fait du bien aux gens de se rappeler à quoi ressemble le respect. Jason s'appuya sur le dossier du siège. L'équipage se demande s'il devrait vérifier à nouveau si M. Douglas va bien. Le capitaine ne répondit pas tout de suite. Vous savez, mon père parlait des hommes comme lui. Il disait qu'ils ne demandaient pas de reconnaissance. Il voulait juste qu'on les laisse vivre leur vie avec dignité. J'ai vu un homme assis dans un siège qu'il a gagné il y a 50 ans. Jason hocha la tête, sa voix plus basse. Il n'a même pas bronché quand tout ça s'est passé. Il est juste resté là, comme si de rien n'était. Oh, c'était rien pour lui, dit Sanders, parce qu'il a probablement vu pire. Il a dû être plus fort, plus silencieux, plus patient que nous ne pouvons l'imaginer. Un silence emplit le cockpit. Pas inconfortable, juste lourd. Enfin, Jason le brisa. Que dois-je dire à l'équipage? Le capitaine vérifia ses instruments, ajusta légèrement la manette des gaz. Dites-leur de le laisser tranquille. Et si quelqu'un lui cause des ennuis, première classe, économique ou autre, ils auront affaire à moi. Jason sourit. C'est noté. Il sortit du cockpit et ferma la porte derrière lui. Dans la cabine, Clarence avait enfin fermé les yeux, pas pour dormir, juste pour se reposer. Il savait trouver le calme n'importe où. Ça venait des années à porter la déception sans la laisser changer. Son visage. Ce qu'il ne savait pas, c'est que des milliers de personnes regardaient maintenant ce même visage en ligne, le regardant ne rien dire et réalisant à quel point cela pouvait être puissant. Mais tout le monde qui regardait n'était pas un inconnu. L'une de ces vues venait de quelqu'un qui connaissait très bien Clarence et ne l'avait pas vu depuis près de 20 ans. Sur le sol, dans un appartement calme juste à l'extérieur de Pensacola, en Floride, un homme était assis, penché sur sa table de cuisine, téléphone en main, fixant une vidéo en pause. C'était le même clip du vol 262. La confrontation, le silence, le salut. Il le rembobina, le repassa, observa Clarence incliner légèrement la tête quand le capitaine Sanders levait la main. Il mit sur pause à ce moment-là, les yeux de Clarence pleins de souvenirs. L'homme à la table s'appelait Reggie Douglas. La quarantaine, mains usées, tatouages délavés. Une boîte de courrier non ouverte était posée à côté de lui. La télévision en fond diffusait les nouvelles à faible volume, ignorées. Il n'avait pas vu ce visage depuis des années, pas depuis les funérailles, pas depuis qu'il avait dit à son père qu'il ne reviendrait pas, qu'il en avait fini. Maintenant, le voilà, regardant son père sur l'écran d'un inconnu, salué. La voix de Reggie se brisa quand il parla, même si personne n'était là pour l'entendre. « T'as toujours ce même regard, comme si tu savais plus que tu ne dis. » Il déglutit difficilement. Une photo était accrochée près du frigo, délavée, cornée. Lui et Clarence, bras dessus, bras dessous, tous deux plus jeunes, debout près d'un vieux barbecue. Ce jour-là, ils avaient cuisiné pour les enfants du quartier toute l'après-midi. Reggie appuya à nouveau sur lecture. À 30 000 pieds au-dessus de la Géorgie, le capitaine Sanders
parcourut l'allée une fois de plus. Il ne quittait pas souvent le cockpit 2 fois pendant un vol, mais quelque chose semblait inachevé. Il arriva à la rangée de Clarence. Le vieil homme était à nouveau réveillé, regardant par le hublot comme s'il lisait quelque chose dans les nuages. « Monsieur Douglas », dit le capitaine doucement. Clarence se tourna, les sourcils légèrement relevés. « Je voulais juste vous dire merci, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce qui a précédé. » Clarence offrit un léger sourire. « Beaucoup de gens ont fait plus que moi. » Peut-être, mais aujourd'hui, vous avez rappelé à tout le monde ce qu'est la grâce. Le capitaine plongea la main dans sa poche et en sortit une petite épingle, circulaire, couleur bronze, avec une paire d'ailes gravées dessus. C'était un symbole personnel, qu'il ne donnait qu'aux pilotes qui montraient un vrai caractère. Il la posa sur la tablette de Clarence. « Ça m'a été donné par mon premier mentor. Il disait que c'était pour ceux qui s'élèvent sans faire de bruit. » Clarence regarda l'épingle un instant, puis leva les yeux. « Vous êtes sûr de vouloir donner ça? » Le capitaine hocha la tête. « Je n'ai jamais été plus sûr. » Clarence prit l'épingle, la tourna entre ses doigts. « J'avais un ami au Vietnam. Il n'est pas rentré. Il disait toujours, « Quand quelqu'un te voit, vraiment, tu te tiens un peu plus droit. » Il regarda le capitaine. « Aujourd'hui, je me sens plus grand. » Le capitaine sourit, les yeux humides. « Bon voyage, monsieur Douglas. » Clarence hocha la tête une fois. « Et à vous, capitaine. » Alors que le capitaine se tournait pour partir, quelques passagers à proximité applaudirent doucement. Pas un spectacle, juste une reconnaissance. Du respect. En classe économique, Dana restait immobile dans le siège 5B, écouteurs dans les oreilles, visage indéchiffrable. Elle n'avait pas levé les yeux une seule fois. Peut-être qu'elle ne pouvait pas. Mais tout le monde dans cet avion n'oublierait pas ce qu'ils avaient vu. Et tout le monde ne resterait pas silencieux à ce sujet. Quand les roues touchèrent le sol à Savannah, le remue-ménage habituel commença. Les ceintures se détachaient, les compartiments à bagages s'ouvraient, les sacs à main étaient tirés dans l'allée comme des ancres. Mais quelque chose était différent. Les passagers ne se pressaient pas pour passer devant. Pas de soupirs, pas de grognements. Les gens observaient. Clarence restait assise en 2A, son sac toujours au-dessus de lui, ses mains reposant légèrement sur ses genoux. L'épingle du capitaine Sanders était glissée dans la poche de sa chemise, contre son cœur. Alors que les rangées se vidaient, une femme dans la trentaine s'avança depuis la classe économique. Elle s'arrêta à côté de lui, un bambin sur la hanche. « Monsieur Douglas » demanda-t-elle doucement. Clarence se tourna vers elle. « Je voulais juste dire merci. Mon grand-père a servi aussi. Je pense qu'il vous aurait aimé. » Clarence sourit doucement. « Il vous aurait probablement aimé encore plus. C'est vous qui portez le lourd fardeau. » Elle rit, ajusta son enfant et hocha légèrement la tête avant de continuer dans l'allée. Puis vint un adolescent, sac à dos sur une épaule. Il ne dit rien, tendit juste la main. Clarence la serra fermement, simplement. Le garçon murmura « Respect » avant de s'éloigner. Même l'homme en 2C se pencha. « Monsieur » dit-il, s'éclaircissant la gorge. « C'était quelque chose. Vous avez montré une vraie classe. » Clarence répondit. « Je ne suis pas sûr d'avoir montré quoi que ce soit. Je suis juste resté assis. »« Parfois, » dit l'homme, « c'est exactement ce que les gens ont besoin de voir. » Enfin, l'hôtesse revint. Son visage était différent, pas forcé, sincère. « Nous aurons un fauteuil roulant à la porte si vous avez besoin d'aide pour traverser le terminal. » Clarence la repoussa d'un geste. « Je peux marcher. » Elle hésita. « Eh bien, je suis encore désolé pour tout à l'heure. » Clarence hocha la tête une fois. « Vous avez appris quelque chose qui vaut plus qu'un pardon. » Il se leva, attrapa son sac lentement, son genou craquant un peu, et avança dans l'allée. Les passagers s'écartèrent pour lui. Un tunnel étroit de reconnaissance. Pas de mots, juste de l'espace. Mais à mi-chemin de la porte, quelqu'un d'autre apparut. Dana. Elle se tenait à côté de son siège en 5B, sac sur l'épaule, yeux légèrement rouges. Elle ne le regarda pas jusqu'à ce qu'il soit juste à côté d'elle. « Monsieur Douglas » commença-t-elle. Il s'arrêta. « J'ai fait des suppositions, » dit-elle. Sa voix n'était plus polie. Elle craquait sur les bords. « J'ai pensé que je savais tout dès que je vous ai vu. » Clarence inclina légèrement la tête, sans juger, juste en écoutant. J'avais tort. J'ai vu quelqu'un et je n'ai pas pris la peine de voir qui il était. Il laissa cela flotter un instant, puis répondit.
Vous ne m'avez pas blessé. Elle cligna des yeux. Mais vous vous êtes blessé vous-même. C'est vous que vous avez embarrassé. Ne vous excusez pas pour moi. Excusez-vous parce que vous voulez être meilleur la prochaine fois. Dana resta figée. Plus de mots. Juste un lent hochement de tête, honnête. Clarence se tourna à nouveau et avança vers l'avant de l'avion. Quand il sortit, la zone de la porte était à moitié pleine. Des gens d'autres vols se tenaient à proximité, certains chuchotant, d'autres regardant. Une femme s'approcha, téléphone déjà en train de filmer, mais il leva la main. « Non, merci. J'ai des endroits où aller. » Il ne le dit pas durement, juste fermement, comme un homme qui connaissait la différence entre l'attention et le respect. Mais alors qu'il traversait l'aéroport, un autre visage familier l'observait de loin. Quelqu'un qui attendait depuis des années et qui avait quelque chose à dire. Clarence venait de passer la sortie du contrôle TSA quand il le repéra, appuyé contre un mur près de la récupération des bagages, bras croisés, casquette basse sur les yeux. Reggie. Clarence ralentit, incertain au début. Il n'avait pas vu son fils en personne depuis près de 20 ans. Pas depuis le jour où Reggie avait dit « Tu ne me connais pas et je ne veux pas être comme toi » et était parti. Mais maintenant, il était là, plus vieux, plus lourd, le visage plus doux. Clarence s'arrêta à quelques pas. Reggie leva les yeux un instant. Aucun ne parla. Puis Reggie dit « Tu semblais plus petit sur cet écran. » Vie. Clarence laissa échapper un souffle par le nez. « Tu semblais plus jeune dans mes souvenirs. » Ils restèrent là encore un instant. Reggie brisa le silence. « J'ai vu la vidéo. Quelqu'un de mon boulot l'a envoyée dans un groupe. J'ai failli laisser tomber mon foutu téléphone. » Clarence rit doucement. « Ouais, tu l'as regardé 3 fois. Je ne savais pas si je devais être en colère contre la dame ou fier de toi. Puis j'ai pensé, peut-être les deux. » Clarence haussa les épaules. « J'ai pas fait grand-chose. C'est ça qui m'a secoué, » dit Reggie. « T'as rien fait. Et c'est ce qui a compté. » Il se gratta la barbe, regarda le sol, puis releva les yeux. « Je suis venu parce que j'ai pensé que c'était peut-être le bon moment. » Clarence ne dit ni oui ni non. À la place, il demanda « T'as des enfants? » Reggie hocha la tête. « 2 filles et 1 garçon. »« Tu leur as déjà parlé de moi? »« Non, » admit Reggie. « Mais peut-être qu'il est temps que je commence. » Clarence déplaça son sac d'une épaule à l'autre. « Je t'en veux pas, » dit-il. Reggie cligna des yeux. « Pourquoi pas? T'étais en colère. Tu pensais que partir prouverait quelque chose. Je t'ai laissé partir parce que je me disais que t'avais besoin de trouver ton propre chemin. Maintenant, t'es là. Ça suffit. » Ils restèrent là, comme 2 hommes qui avaient perdu beaucoup de temps, mais n'étaient pas prêts à en perdre davantage. « T'as faim? » demanda Clarence. Reggie esquissa un sourire. « Tu demandes ou tu me défies? » Clarence ricana. « Il y a un diner en face du parking des voitures de location. J'aimerais bien manger quelque chose qui n'est pas des cacahuètes ou des bretzels. » Ils commencèrent à marcher. Et juste comme ça, sans fanfare, sans excuse, le pont entre eux ne fut pas reconstruit. Il fut simplement traversé. Ce soir-là, Clarence était assis sur une chaise pliante au premier rang de l'auditorium de l'école élémentaire Shiloh. Les murs étaient décorés d'étoiles en papier de construction et de décors dessinés au crayon de couleur. Malik jeta un coup d'œil de derrière le rideau, le repéra et lui fit un double pouce levé. Clarence lui rendit son geste, les yeux humides. À côté de lui, Reggie tenait un caméscope. Ses mains tremblaient légèrement, mais il ne le cachait pas. Quand les lumières s'éteignirent, Clarence se pencha et murmura « Le gamin va tout déchirer. » Reggie sourit. « Il tient ça de ton côté. » Ils rirent, doucement, facilement. Et quand Malik monta sur scène et prononça fièrement sa seule réplique en tant que Maire Thompson, « Bienvenue dans notre ville où tout le monde a sa place », le public applaudit poliment. Mais au premier rang, Clarence applaudit juste un peu plus longtemps, juste un peu plus fort. Il y a des moments dans la vie où on vous demande de bouger et parfois, la meilleure chose à faire est de rester assis. Le respect n'est pas quelque chose qu'on exige, c'est quelque chose qu'on gagne au fil d'une vie et qu'on défend avec silence, grâce et vérité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler à quoi ressemble vraiment la dignité. Et si vous retenez un pardon, peut-être qu'aujourd'hui est un bon jour pour lâcher prise, parce que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester immobile.